Salam Outsiders, le débrief de la Coupe du Monde, il commence maintenant. La Coupe du Monde, c'est enfin, ça a commencé, enfin, mais ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans qu'on attend, ça fait plus de 1400 et quelques jours qu'on attend ce moment-là, c'est enfin, c'est venu. Russie, Arabie Saoudite, le débrief, il commence maintenant. Politiquement parlant, tu vois Vladimir Poutine, il est important Vladimir Poutine, quand même Vladimir Poutine, que tu le veuilles ou non, c'est un symbole, c'est une personnalité, c'est le genre de personne en fait, tu regardes et tu te poses des questions, il divise l'opinion, évidemment, et la Russie aussi divise l'opinion, et tu vois que Poutine, si vous avez bien regardé, remarquez bien ces dernières semaines, en Russie, mais il y a une campagne de com de Poutine, il est venu à la télé nationale, il a fait un open mic. Open mic, c'est-à-dire que tout le monde l'a appelé, open téléphone, tu prends le numéro, tu appelles le président de la République. Il est à la télé, tu lui poses une question en direct, sur Skype, Twitter ou je sais pas quoi, il répond. Poutine, il est dans une campagne charme, dans une campagne de promotion de la Russie. Et il a raison, il a totalement raison en fait. En ce moment, c'est eux qui abritent le monde entier. Le monde entier est en train de regarder la Russie. Le monde entier a ses yeux posés sur la Russie. Et aujourd'hui, sincèrement, quand tu vois la cérémonie d'ouverture, ils n'ont pas déçu. Tu as aussi le racisme aussi, plein de gens se posent des questions, il faut qu'on soit sérieux. Les gars, nous on est des outsiders, j'ai toujours dit on est des outsiders. L'outsider, il dit ce qu'il pense. Tu as le racisme, les gens se sont posés des questions en disant est-ce qu'on va insulter les noirs ou est-ce qu'on va insulter les trucs. On a vu le match France-Russie il n'y a pas longtemps. Il y a eu les cris racistes sur Paul Pogba. On se posait des questions. Hier, il y a une députée russe qui a dit un truc. Moi, j'étais mort. Sincèrement, les gars, il faut qu'on soit sérieux. J'étais mort, honnêtement. Elle a dit carrément, mot pour mot, elle a dit je demande à toutes les femmes russes de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de touristes étrangers qui sont là. Vous allez sûrement tomber enceinte. Et quand eux, ils vont partir, vous allez rester avec un enfant qui sera entre deux cultures, entre deux races et qui ne saura pas quoi faire. Mais madame, gère-toi, sincèrement, gère-toi en toute honnêteté. Moi, j'ai vu les royaumes marocains là. Ils sont là-bas, posés, lunettes de soleil, beaux gosses et tout. Tu sens que eux, ils sont... Hey, oh, les gars, je vous ai dit, toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies pour qu'on ait un bon mois. Le ramadan est terminé. Tu penses que nos royaumes marocains, ils vont faire quoi là-bas? Les gars sont allés là-bas s'amuser. D'ailleurs, en parlant du Maroc, on va en parler tout à l'heure, parce que le Maroc-Iran, il va être chaud. Les Russes, il y avait une attente envers eux. En toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux, il y avait une énorme attente envers eux. Mais aujourd'hui, ils ont géré. Les Russes ont géré. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous ont montré quand même, c'est quand même des choses assez intéressantes. Individuellement parlant, ils sont très forts. Dans ce match face à l'Arabie Saoudite, tous ces joueurs sont des longs ballons. Regardez bien, les Saoudiens, durant les 10 premières minutes, ils ont le ballon, ils sont intéressants, ils sont beaux à voir jouer. Mais il y a tellement de déchets techniques. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'Arabie Saoudite, je regarde, je réfléchis et je me dis, ils ont un coach qui s'appelle Pizzi. Le mec, c'est un Espagnol. Donc, c'est un coach quand même qui a une certaine culture footballistique. Et c'est important, tu vois. Et tu le vois aujourd'hui, tu sens qu'il essaie d'inculquer cette culture footballistique-là à ces joueurs saoudiens-là. Mais derrière, je sais pas, c'est comme si tu prenais un mec qui conduit du karting, tu vois, le gars qui est champion du monde de karting, bah, il est bien, il est champion du monde de karting. Tu lui donnes une Formule 1, mais il va peut-être galérer. Oui, il est fort dans ce qu'il fait, conduire à la base, il est fort. Mais dans cette spécificité-là, il n'est pas fort. Aujourd'hui, les Saoudiens, tenir le ballon, jouer la possession, ils l'ont fait. Ils avaient près de 60% de possession de balle. Mais la finalité n'était pas là. Ils n'ont pas réussi à se créer ces occasions-là. Et à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, ils n'ont pas marqué. Ils ont un numéro 10 là, Al-Salawi. Al-Salawi, personnellement, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai apprécié ses mouvements, ses déplacements et tout. Il a été très intéressant. Al-Salawi a mis 14 buts en 16 matchs de qualification avec l'Arabie Saoudite. C'est pas un tocard. Comme j'ai dit, en Coupe du Monde, on ne peut pas dire que tu es un tocard. Ah bon, peut-être qu'il y aura des gars durant les prochaines semaines qui seront des tocards. Mais en Coupe du Monde, on ne peut pas dire que tu es nul parce que tu as fait quelque chose pour venir ici. Parce que tu as passé durant toute une phase de qualification. Parce que dans ta zone, tu es le meilleur. Et ça, c'est ce que j'appelle moi le syndrome Jeux Olympiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jeux Olympiques, c'est quoi? Tu fais de la natation. Tu es dans ton pays. Tu es le meilleur nageur du pays. Tu arrives aux Jeux Olympiques et tu te rends compte que finalement, le meilleur nageur du Burkina Faso ou du Sénégal arrive aux Jeux Olympiques. On ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Parce que oui, effectivement, dans sa zone, c'est le meilleur, mais internationalement, ça ne l'est pas. Et l'Arabie Saoudite, c'est ça le problème. Ils sont dans une zone trop facile. Chaque année, ils sont qualifiés. Chaque année, ils sont là. Chaque 4 ans, tu vois l'Arabie Saoudite. Et chaque 4 ans, ça prend des 4-5-0. Honnêtement, sincèrement, les Saoudiens, on cherche des arguments pour pouvoir les aider. On ne peut pas. Du côté russe, tu as Gazinsky qui vient succéder à tous ces joueurs qui ont marqué lors d'un premier match de Coupe du Monde. Je commence en 2002, tu vois, on va commencer par une histoire assez récente, on va pas aller jusqu'à États-Unis 94 quand même, ou je sais pas moi, voilà, États-Unis 96, excusez-moi, on va être quand même sérieux, on va commencer en 2002. Par Bouba Diop, 2006, Philippe Lam, 2010, Tchabalala, 2014, Neymar et 2018, on a Gazinsky qui vient et qui met une super tête. Et encore une fois, comme je dis, c'est tous ces joués sur des longs ballons. Les Russes ont été très intelligents. Ils ont compris en fait que les Saoudiens n'étaient pas grands. Si tu regardes la feuille de match de l'Arabie Saoudite, tu vas voir que tu as les deux défenseurs centraux qui font 1m85, 1m88, c'est tout. Tout le reste, c'est des nains. C'est du 1m70, 1m69, 1m68. Tu as quelques mecs qui sont à 1m75. Derrière, tu te rends compte que sur les longs ballons, ils se sont fait bouffer. Et dès que Smolov sort et que Dzuba, je dis bien Dzuba, cet attaquant quand même qui ne ressemble à rien, il n'a aucun style mec, le gars n'est pas beau, il n'a pas de style, il n'a rien.
mais il est létal. Parce que dès que le ballon rentre, ça fait même pas 2 minutes qu'il est sur le terrain, il te place une tête croisée qui est tout simplement fantastique. En toute honnêteté, aujourd'hui, les Russes, ils ont joué sur leur force. Tu as la blessure de Zagoès en début de match qui est assez triste parce que je te dis, bon, ils perdent un taulier quand même comme ça, mais direct à Cherichev qui rentre. Moi, quand Cherichev rentre, je me pose la question, je me dis, le Cherichev là, il vient d'où? Parce que Cherichev, c'est un nom que je connais. Cherichev, il me semble que c'est un nom d'un gars qui, à un moment donné, est-ce qu'on l'a pas aligné lors d'un match du Real Madrid en Copa qui a fait que le Real a été éliminé? Si je ne me trompe pas, je pense que c'est lui. Et c'est le Cherichev que je vois, qui est passé par le Real Madrid, qui a un pied gauche extrêmement létal, mais lors du premier but, vous avez vu le premier but de Cherichev aujourd'hui, mais quand même, il faut qu'on soit sérieux, c'est quand même sensationnel. Le gars, il récupère le ballon, il soulève, en fait, il fait un truc piqué, tu sais même pas comment l'expliquer, je ne sais même pas comment l'illustrer. C'est juste magique, c'est un moment magique où le ballon arrive, il fait taf, il soulève le ballon, en fait, il tape sur le ballon rebondit, ça fait un genre de rebond, mais juste parfait pour lui en fait. Derrière, tu as les deux défenseurs saoudiens qui rendent l'image encore beaucoup plus magnifique parce qu'ils partent comme si, je sais pas, mais honnêtement, sincèrement, aujourd'hui, le jeu de l'Arabie Saoudite, c'était désertique, c'était zéro, tu vois. Donc les mecs, ils se prennent un râteau comme ça, tu les vois partir comme du n'importe quoi, tous les deux, et derrière Cherichev, il l'enchaîne d'une frappe puissante. Ça, c'est le premier but. Son deuxième but est encore plus beau. Le deuxième but, il a fait l'extérieur que Clinton NG. On dit bien Clinton NG, notre ami Clinton NG. Comme j'ai toujours dit, c'est à qui la faute? Hein? Sincèrement, c'est à qui la faute? Là, je parle à mon boy Shamir, sincèrement, Shamir MG en direction du Bénin, j'ai envie de lui demander, sincèrement, c'est à qui la faute? Tu vois, c'est à qui la faute que Clinton NG, il essaie de faire un extérieur du pied, il te l'envoie au sommet là-bas au Vélodrome, et c'est à qui la faute aujourd'hui que Cherichev ait réussi à te faire un extérieur, en match d'ouverture de la Coupe du Monde, il te la met en pleine lucarne. Sincèrement, aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, les Russes ont joué sur la force. Ils n'ont pas forcément été très flamboyants, mais ils ont joué sur leur force et sur les faiblesses de l'adversaire. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a eu énormément de déchets et la Russie en a profité. Tu as la pression aussi du match, tu as le match d'ouverture. Écoute, qu'on le veuille ou non, tu es à domicile. C'est facile de parler après, de venir et de parler, ouais, nanana. Mais la pression du match à domicile, elle est là. Parce que comme j'ai dit, durant les 10 premières minutes de l'Arabie Saoudite, ils sont présents. Mais après, les Russes, ils se sont libérés. Je sais pas, j'avais l'impression que le fait de voir d'ailleurs Poutine en tribune qui est là, qui fait son discours, qui applaudit à toutes les 30 secondes, tu te poses des questions, tu te dis, en fait, comme j'ai eu à dire, pour les Russes, c'était simple. C'était la gagne ou le goulag. Il faut qu'on soit sérieux. Bon, le goulag, pour ceux qui ne connaissent pas, je parle à certains outsiders, peut-être qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le goulag, allez sur Wikipédia ou sur Google, vous allez voir c'est quoi le goulag. Sincèrement, c'est les prisons où je ne vais même pas rentrer dedans. Donc, tu te dis que les Russes derrière, il y a une genre de pression en eux, tu vois. Tu te dis c'est ça ou ça, en fait. Je te dis, c'est la mort ou tchétché, mec. Tu gagnes ou bien on te tue. Et finalement, ils ont gagné, ils s'en sont sortis. Bon, on va voir ce qui va se passer dans ce groupe-là. Aujourd'hui, moi, je pense que l'Arabie Saoudite, c'est l'équipe à battre dans ce groupe-là. L'équipe à battre, c'est trop facile. C'est l'équipe qui va être battue par tout le monde dans ce groupe-là. Je pense que l'Arabie Saoudite va sûrement perdre des points un peu partout. Peut-être que face à l'Égypte, ça va être un choc, peut-être un peu plus difficile, tu vois. Peut-être que ça va être différent. Mais je pense que l'Arabie Saoudite devrait sortir avec 3 défaites. Mais d'un autre côté, derrière, je regarde les Russes et je me pose des questions. Parce que les Russes, les gars, faut qu'on soit honnête, on les a vus, les Russes. On les a vus à l'Euro, on les a vus à la Coupe des Confédérations. Ça fait 2 compétitions d'affilée qu'on les voit. Ils n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, gagne 5-0, mais face à l'équipe la plus faible du tournoi. La plus faible du tournoi. Peut-être qu'il y a le Panama, peut-être que je sais pas, mais qu'on soit sérieux, l'Arabie Saoudite, c'est l'équipe la plus faible du tournoi. Donc aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis que oui, ils gagnent 5-0, mais il n'y a pas de quoi être euphorique parce que derrière, ils ont 2 gros matchs, ils ont 2 gros chocs face à l'Égypte le match prochain et le dernier match face à l'Uruguay. Ça nous permet de transitionner sur la journée de demain qui va être une superbe journée de foot. Demain, la journée, elle commence dès le début de la journée par un superbe Uruguay-Égypte. Uruguay-Égypte avec Mohamed Salah qui va sûrement jouer. Mohamed Salah qui était blessé depuis la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Faut qu'on soit sérieux. On retenait tous notre souffle un peu. Parce que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, que tu sois fan ou que tu sois pas fan, c'est pas ça le plus important. C'est Mohamed Salah. Ce que tu veux, c'est de voir à la Coupe du Monde les meilleurs joueurs jouer. Que ce soit Ronaldo, Messi, Salah, Kevin De Bruyne, Ozil, etc. Mané, tu veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, Salah, s'il est sur le terrain demain face à Luis Suarez et Cavani, ça va être intéressant. Je pense que le match contre l'Uruguay face à l'Égypte va être un match extrêmement explosif, extrêmement intéressant. Il risque d'avoir beaucoup de buts, tu vois. Mais tout va dépendre de la forme du moment de Mohamed Salah. Mohamed Salah n'a pas forcément joué de match, n'a pas joué de match amicaux. Mohamed Salah, est-ce qu'il a le rythme? Mohamed Salah, est-ce qu'il est toujours aussi chaud? Mohamed Salah, est-ce qu'il n'aura pas peur? Je sais pas. Il y a tellement de points d'interrogation qui sont là que je me dis aujourd'hui, en toute honnêteté, attendons demain matin.
demain. Deuxième match de la journée demain, c'est entre le Maroc et l'Iran. Beaucoup de gens se posent des questions en se disant que ouais, peut-être les Marocains ils vont taper les Iraniens facilement parce qu'en effet, le Maroc, faut qu'on soit sérieux. Hein. Si tu es Marocain, mon gars, les frères d'Albaïda, là, faut qu'on soit honnête, vous jouez votre qualification face à l'Iran. Si vous perdez face à l'Iran, c'est mort. Parce qu'après, tu as l'Espagne et le Portugal. Ce que tu dois faire, c'est battre l'Iran, aller essayer de gérer un match nul face au Portugal, essayer d'assurer peut-être le dernier match face à l'Espagne. Si l'Espagne a gagné ses 3 matchs, peut-être c'est différent. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, c'est que ce Maroc-Iran-là ne sera pas simple. Parce que d'un côté, tu as, qu'on soit sérieux, t'as le renard, mec, t'as le renard, Hervé Renard, le sorcier blanc, l'Africain, le vrai de vrai. Le gars, lui, il s'amuse pas. Les compétitions, c'est ça qu'il aime. Il aime les compétitions sur un court laps de temps, les trucs de 6 matchs, 7 matchs là. C'est ça qu'il aime. Il l'a fait avec la Coupe d'Afrique. On va voir ce qu'il va faire en Coupe du Monde. Parce que Renard, on l'a vu en championnat, ça n'a pas été flamboyant quand c'est sur du long terme. Maintenant, on va voir. En face, il a un bête de coach aussi, mais beaucoup de gens l'ont oublié parce que les gens pensent que l'Iran, c'est l'Iran, voilà, nanana. Mais en face, le coach de l'Iran, c'est qui? Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, pour les connaisseurs, je dis bien pour les connaisseurs, c'est l'adjoint mythique de Sir Alex Ferguson. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience, tu ne peux pas avoir un mec qui a absorbé et qui a vécu autant de choses que Carlos Queiroz. Donc aujourd'hui, Carlos Queiroz, oui, il va être dans un groupe difficile, oui, il va avoir des adversaires difficiles, mais moi j'ai envie de dire, vu ce que j'ai vu en 2014 avec cet Iran-là, qui avait fatigué les Argentins et tout, je me dis, pourquoi pas? Ils peuvent être une petite surprise. Et on va finir le débrief d'aujourd'hui avec évidemment ce choc que tout le monde attend demain entre l'Espagne et le Portugal. Bon les gars, il faut qu'on soit sérieux, il y a un problème. En Espagne, il y a un sérieux problème. Lopetegui, ils l'ont viré, moi je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de gens m'ont demandé la question Stan, pourquoi on a viré Lopetegui? Moi je veux savoir et qu'on m'explique pourquoi on a viré Lopetegui. Aujourd'hui, Antonio Conte, avant l'Euro 2016, il ne signe pas à Chelsea? Je ne sais pas, je pose la question, répondez-moi. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Aujourd'hui, ça arrive souvent qu'un coach, avant de partir en compétition internationale, il signe dans un club. Il me semble qu'avant l'Euro 2004, Gérard Rouillet, il signe à Liverpool. Je ne sais pas, mais ça arrivait souvent, ce genre de trucs-là. Donc aujourd'hui, que le président de la Fédé vienne nous dire qu'en fait, il a appris la nouvelle 5 minutes avant, c'est à cause de ça qu'il l'a viré, ça aussi, je ne comprends pas. Parce que Florentino Pérez a parlé aujourd'hui. Ah ouais, Florentino Pérez, le parrain, il a parlé aujourd'hui. Il a dit un truc très très clair, le président du Real. Il a dit que tout a été fait dans l'ordre. Ça fait des semaines que l'accord était là. On attendait juste le bon moment pour le dire. Aujourd'hui, ils l'ont dit. Le président de la Fédé espagnole, là, qui a viré Lopetegui, je vous avertis, les gars, je ne sais pas si vous savez ou vous ne savez pas, ça fait juste 3 semaines qu'il est président de la Fédé, en fait. Ce mec qui vient d'arriver, première décision qu'il prend avant la Coupe du Monde, c'est de virer le coach. Alors qu'apparemment, le vestiaire voulait qu'il reste. Sincèrement, il y a une logique derrière que je ne comprends pas. Aujourd'hui, l'Espagne va partir avec Fernando Hierro. Fernando Hierro, écoutez, c'est un directeur technique. On ne sait pas ce qu'il vaut sur le terrain en termes de coaching. Donc, on verra. Mais d'un autre côté, je me dis, le leader, ça va être un joueur. Et quand tu vois cette équipe-là, tu peux te dire que celui qui parle le plus en conférence de presse, celui qui vient parler, c'est qui? C'est Sergio Ramos. Est-ce que Sergio Ramos va réussir à motiver cette équipe-là, en fait, à ce que ces gars-là se donnent au maximum? Comment est-ce qu'ils vont gérer les changements? Moi, j'ai des questions, je ne comprends pas. Lopetegui, il a choisi ses 23 joueurs. Tu prends Hierro, tu le mets là. On est à la 65e minute. Il y a un changement de tactique à faire. Tu fais rentrer qui? Tu fais quoi? Tu fais rentrer Asensio, tu fais rentrer Vasquez, tu fais rentrer qui en fait? Est-ce que c'est les Ramos qui vont décider de dire que ouais, nous on a l'habitude de voir Asensio, Vasquez rentrer? Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas, France 2010 avec Naïsna, c'était le bordel. Là, personne ne sait ce qui va se passer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que demain face au Portugal, ce ne sera pas simple. Parce que je vous dis, les Portugais en face, eux, ils sont solides. Les Portugais en face ont fait une bonne préparation. Les Portugais en face, oui, ils ont une défense qui est pas très, voilà, qui est un peu vieillissante. Je te dis, tu as quand même un Pépé qui est vieillissant, mais qui est toujours aussi là. Tu as un Fronté qui est allé en Chine, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais qui est quand même là. Sur les côtés, tu as quand même des bons latéraux avec Cédric et tout, donc, et Rafael Guerreiro. Donc, je te dis, bon, elle est pas mal cette équipe du Portugal. Là, au milieu, tu as Manuel Fernandes. Bon, tu te dis, tu as les Bernardo Silva, tu as Guedes, qui a fait une préparation sensationnel, ma foi. Guedes, il est au top de sa forme. Donc, je regarde cette équipe-là, je me dis, ben, écoute, ils ont le meilleur joueur au monde. Ils ont Cristiano Ronaldo en pointe. Je suis désolé, le mec, il n'a besoin que d'un centre, que d'un ballon qui traîne quelque part pour qu'il te la mette. Et d'ailleurs, en passant, j'attends avec impatience, s'il vous plaît, le choc. Je dis bien le choc entre Ramos et Ronaldo. Parce que Ramos, il a
Vous m'excuserez du terme. Ramos, il a une grosse gueule, quoi, en fait. Ramos, il parle beaucoup. Et donc, derrière, moi, je me pose des questions en me disant, bah, Ramos, demain, face à Cristiano Ronaldo, tu as intérêt à être à la hauteur du match. Tu as intérêt à être à la hauteur de l'événement. Parce que ce ne sera pas facile. En tout cas, une chose est certaine, demain, entre Ramos, Piqué et Cristiano Ronaldo, ça risque d'être très, très chaud. On se capte demain pour un nouveau débrief. La famille, la Coupe du Monde, ça a commencé, c'est maintenant. Je vous avais dit, chaque journée de match, c'est intéressant. Il n'y a pas de journée de match qui n'est pas intéressante. Il y aura un débrief à chaque journée de match. Si je ne me trompe pas, ça fait 25 débriefs. Soyez là, soyez chaud. Tu n'as pas le droit de rater le débrief. Chaque jour, tu dois venir voir le débrief des outsiders. En tout cas, je compte sur vous tous, je compte sur toute la communauté. On est 40 000 aujourd'hui. On ne sait pas combien on va être à la fin du mondial, mais en tout cas, continuez à liker, continuez à partager. Et comme j'ai toujours dit, on est tous ensemble, la famille. Tous outsiders.